Tout a commencé par ce post que Lucas, un abonné, a posté sur mon groupe Facebook. J'ai suivi la méthode Facebook d'Antoine BM. Aujourd'hui, 15 juin 2021, j'ai le plaisir de vous annoncer que la boucle est bouclée. Le livre vient de sortir aujourd'hui en maison d'édition. Croyez en vous et osez, Lucas Brasier. Alors évidemment, j'ai contacté Lucas parce que je mourais d'envie d'en savoir plus et de comprendre comment est-ce qu'il en était arrivé simplement en suivant cette formation à lancer son livre via une maison d'édition en papier dans les librairies françaises, et il a accepté de prendre l'avion depuis Toulouse pour venir à Paris et répondre à mes questions. Je suis très content de l'accueillir aujourd'hui et tu vas voir, ses réponses sont passionnantes. Eh ben salut Lucas. Salut Antoine. Merci beaucoup d'être venu de Toulouse à Paris en avion. Exploser le bilan carbone de cette planète pour faire cette interview. Tout est parti d'un post que tu as mis sur le groupe Facebook. Oui, c'est ça. Où tu as annoncé que ton livre, que j'ai ici, est à la Fnac. Oui, c'est ça. Et que tu t'es inspiré d'une formation que j'avais faite. J'aimerais moi connaître un petit peu l'histoire qu'il y a derrière. J'aimerais savoir comment t'en es passé, t'as 21 ans. Oui, c'est ça. Comment t'es passé d'étudiant à quelqu'un qui porte un projet et qui enseigne. Et j'aimerais que tu racontes un peu tout ça, donc d'où ça vient, quelle est l'histoire de ce bouquin? Alors l'histoire de ce bouquin, on peut commencer par l'histoire de la chaîne YouTube. Ouais. Donc je l'ai commencé en 2018 en parallèle de mes études pour parler de ma filière. Donc j'étais en prépa MPSI. Je trouvais qu'on n'en parlait pas assez sur les réseaux. Donc j'ai fait des vidéos quotidiennes sur ce sujet. Et la vidéo, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai commencé à élargir, à parler aux étudiants, puis aux lycéens avec Parcoursup. Et de fil en aiguille, j'ai fait de plus en plus de vidéos. Et là, il y en a un peu plus de 600 sur la chaîne, je crois. Donc tu as commencé quand? En 2018. En 2018. Qu'est-ce qui t'a motivé, qu'est-ce qui t'a fait dire « Ok, il faut que je fasse une chaîne YouTube » alors que tu étais déjà étudiant et qu'a priori, tu allais avoir beaucoup de boulot? C'est que c'était dans le côté pour aider les autres parce que je trouvais qu'il n'y avait vraiment pas assez d'enseignement et j'avais pas envie que ceux qui passent après moi aient la même frustration, le même a priori. Et je me suis dit, si quelqu'un avant moi avait eu l'idée, j'aurais bien aimé qu'il le fasse. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Ok, donc tu as lancé ta chaîne. Comment tu as fait pour avoir tes premiers abonnés? Est-ce que tu l'as partagé autour de toi, aux étudiants? Non, je ne l'ai pas partagé autour de moi. Il y avait une autre personne qui le faisait pour une autre filière. Donc lui, il m'a fait une pub une fois. Et donc ça m'a ramené peut-être 100 personnes ou 80 personnes. Et après, c'est à force, avec le temps, à force de faire des vidéos quotidiennes, les gens qui font des recherches sur YouTube et qui tombent en top résultat quand ils tapent ma filière sur ma chaîne. Et comme ça, de fil en aiguille, la chaîne a grossi, elle a atteint quelques centaines, puis le millier d'abonnés, et elle continue de grimper lentement mais sûrement. Ok, donc 100% organique, ouais, tu n'as ramené personne dessus, tu as juste fait des vidéos et ça s'est fait connaître tout seul. Ouais, et pour la petite anecdote, ce qui est marrant, c'est que sans en parler autour de moi, il a fallu moins d'un mois pour que d'autres gens de la prépa soient au courant. Ouais. Et après, les gens proches, ça a mis un peu plus de temps, plus un an ou des choses comme ça. Mais je veux dire, sans en parler directement, des gens qui connaissaient cette autre chaîne, qui peuvent avoir vu, etc., et qui connaissaient des gens de ma prépa, ont réussi à remonter jusque-là. Donc c'est marrant de voir que même si on n'en parle à personne, Internet, ça fait qu'on peut se retrouver rapidement des personnes. À quel moment tu dirais que ça a vraiment commencé à marcher, que ta chaîne a vraiment commencé à décoller? Est-ce que c'est une vidéo qui a tout déclenché ou est-ce que ça s'est fait vraiment petit à petit? Il n'y a pas de vidéos particulièrement qui font décoller la chaîne, mais c'est plus des périodes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, aux alentours de Parcoursup, vu que c'est des choses qui sont tendance au mois de mai, c'est des mots-clés où quand on fait des vidéos dessus, les vidéos font facilement 5 ou 10 fois les statistiques habituelles. Et on va dire que c'est un peu une chaîne cyclique, c'est-à-dire que septembre à décembre, quand on parle vraiment que des études, il y a moins de gens qui regardent parce qu'ils sont dans une période où ils commencent la rentrée. Et plus on approche de mai, juin, le bac, Parcoursup, tout ça, et plus on fait des sujets, des vidéos là-dessus, plus il y a du contenu, il y a de la recherche et donc de nouvelles personnes. Et l'été aussi également. C'est que c'est marrant parce que la vidéo la plus vue de ma chaîne, c'est une vidéo qui s'appelle « Comment réviser au dernier moment ». Encore une vidéo que j'ai faite qui n'a rien à voir avec mon sujet comme j'en ai l'habitude. Et cette vidéo, je sais pas, elle a dû faire plus d'1 million de vues, peut-être. Et cette vidéo s'est fait pareil, elle explose en fait à chaque fois à la fin de l'année autour du bac. Il y a tout le monde qui la regarde et le truc, ça gagne, je sais pas, ça gagne 100 000 vues chaque année à ce moment-là. Et après, elle retombe dans l'oubli pendant un an. C'est sympa de voir qu'il n'y a pas en fait le côté tendance avec les sujets, il y a un côté sujet d'actualité, mais je veux dire c'est que c'est cyclique, c'est pas la vague elle vient et elle s'en va, elle revient chaque année sur le même moment sur des vidéos ou des thèmes précis. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit, ok, ce projet qui est juste un projet d'enthousiasme pour l'instant, est-ce que j'ai pas envie d'en faire un business, une activité, est-ce que j'ai pas envie de le rentabiliser?
Si oui, il y a eu cette question que je me suis posée. Après, la question c'est toujours le moyen, comment faire. Ouais. Mais c'est vrai que à force de développer la chaîne, je me suis dit on peut faire quelque chose de plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Alors bien sûr, dans le toujours plus grand, ça passe parfois par des services qui peuvent être payants, mais qui sont quand même de qualité. Donc c'est vrai que si j'ai eu cette idée, je commence à faire des premiers tests. Donc qu'est-ce que tu as fait au départ pour ça? Alors, au tout départ, dans les premières choses, il y a eu la sortie d'une formation donc pour les élèves de prépa scientifique que j'ai sortie l'été 2020. Donc, c'était la première formation que je tournais qui m'a pris pas mal de temps à préparer. J'ai pas fait la méthode des petits produits, j'ai fait vraiment une grosse formation d'un coup. Et elle est sortie l'été 2020 et en faisant de l'affiliation plus des ventes directes, elle a fait à peu près, je crois, 3 000 € de chiffre d'affaires. Ok. T'as mis entre le lancement de ta chaîne YouTube et le lancement de ta première formation, t'as laissé passer combien de temps à peu près? Le lancement de la chaîne YouTube, donc c'était novembre 2018 et cette formation est sortie en juin 2019 ou 2020. Ok. Donc tu as à peu près 1 an et demi. Donc Ouais. tu t'es vraiment laissé le temps. C'est quoi la raison? C'est qu'avant tu connaissais pas encore cette méthode de vendre des formations pour gagner sa vie avec, ou simplement tu disais que c'était pas encore le moment, qu'il fallait que tu aies plus de bagages, plus de choses à dire? Parce que beaucoup de gens sont bloqués en se disant, en fait, ils repoussent sans arrêt le moment du lancement de leur premier produit parce qu'ils disent, je suis pas encore assez expert, j'ai pas encore assez de choses à dire dans cette formation. Et souvent, ce qui se passe quand tu crées ta première formation, c'est qu'en fait, tu as trop de choses à dire et du coup, tu fais une formation énorme parce que tu as accumulé tellement de choses en fait pendant toutes ces années où tu as attendu. Est-ce que tu as vécu ça aussi un petit peu? Pas trop sur ce point-là, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis fixé à chaque fois des objectifs intermédiaires. Ouais. Et l'objectif, par exemple, de 2019, c'était une vidéo par jour. Donc ça devait faire 365 et il y en a eu 418. Et c'est après, à partir de 2020, je me suis dit, 2019, je voulais faire de la vidéo pour être à l'aise. Maintenant, je suis à l'aise. Ok. Et chaque année, son objectif. Voilà, chaque année, j'ai des objectifs et Alors, je les atteins. Je veux qu'on parle de ça là, parce que tu sais que je suis un fanat du contenu quotidien. C'est une de mes méthodes préférées. C'est comme ça que je me suis en partie fait connaître aussi. Ouais. Et je voulais savoir déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ce défi-là? T'en as fait combien de vidéos à la suite? 418. 418? C'est pas rien. Enfin, sur un an, ouais, donc parfois 2 par jour. Qu'est-ce qui t'a donné cette idée folle? Et est-ce que t'es content de l'avoir fait? Quel résultat ça t'a apporté? Alors oui, je suis content de l'avoir fait parce qu'on gagne énormément en faisant du contenu quotidien, tu dois connaître. Et qu'est-ce qui m'a poussé à le faire? C'est que j'aime bien le challenge par nature. Enfin, je passe mon temps depuis que j'ai commencé YouTube en fait. Parce que YouTube, j'ai toujours eu envie, mais quand on est jeune, on a 13, 14 ans, on veut faire une vidéo pour rigoler, etc. Mais on se dit dans le fond, on a envie de tenter et de voir ce que ça peut donner. Et le fait d'avoir lancé mes premières vidéos et me rendre compte que la barrière, elle est juste mentale, j'ai envie de les exploser les unes après les autres. Et je me suis dit, ah ouais, il y en a, comme Antoine, il a fait du contenu quotidien, il y en a qui le font, moi je vais le faire aussi. Et je vais même faire plus. Et donc je me suis dit, je veux faire une vidéo par jour pendant l'année 2019. C'était mon objectif, donc tous les jours je tournais une vidéo. Il y a même, pour te montrer à quel point c'était l'été, je voulais pas tourner de vidéo pendant l'été, donc en 2 jours j'ai tourné 50 vidéos. Wow. Et en 2 jours elles étaient tournées avec les titres et les miniatures. Donc ce week-end de la Pentecôte, au mois de juin, dimanche, lundi, j'ai fait que ça toute la journée. C'est génial parce qu'il y a... Enfin, beaucoup de gens ont l'impression que pour faire du contenu quotidien, il faut avoir énormément de temps libre. Sauf que toi, tu étais dans les études qui étaient déjà assez exigeantes. Ouais. Est-ce que tu n'as pas 2-3 hacks de productivité? Qu'est-ce qui t'a aidé à en créer autant? Ce qui m'a aidé à en créer autant, en fait, c'est la routine. Enfin, le côté, c'est-à-dire que c'était, vu que ça me prenait 15-20 minutes par jour seulement de faire du contenu quotidien. Bien sûr, il n'y avait pas de montage vidéo parce que ça aurait pris trop de temps. Donc, c'était vraiment, je tourne la vidéo, je la fais à l'impro. Et après, je la publie et à force, avec le temps, je vais être de plus en plus à l'aise, je vais développer des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école. J'ai vu que c'était dans ton manifeste et ça a attiré mon attention. C'est à la première page de ton bouquin. Ouais. Il y a marqué « Mon manifeste » et la première phrase c'est « Je crois en un format que j'appelle brut, consistant en la création de contenu sans aucun montage. » Ouais. Alors ça dénote complètement, je dirais, de la plupart des youtubeurs connus qui surmontent leurs vidéos. Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pour toi, les vidéos sans montage? Est-ce que tu as des conseils aussi à donner pour ça? Alors maintenant, il y a des vidéos de temps en temps qui sont montées, d'autres non. Mais c'est vrai que sur la vidéo sans montage, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est comme du direct, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas on l'a refait, etc. Enfin vraiment, sauf si on cafouille, on recommence depuis le début. Mais c'est vraiment, on lance la caméra, on dit ce qu'on a à dire pendant 5, 10, 15 minutes, on coupe la caméra, on met en ligne, on fait une miniature.
et c'est fait, on verra bien ce que ça donne. Mais c'est vraiment le côté oser, parce que sinon les gens ils vont toujours trouver des choses à refaire, des choses à redire, le côté perfectionniste, et puis ils se diront oh la vidéo elle est pas bien, faut que je la retourne et je la publie pas. Et toujours ce côté, comme tu disais, repousser, là ils repousseront la première sortie de la vidéo. Il y a un truc, j'ai l'impression que beaucoup de créateurs de contenu se sentent incapables de faire des vidéos sans montage, beaucoup de youtubeurs. Parce qu'ils ont l'habitude de faire du montage et donc du coup ils ont l'habitude de travailler en anticipant le montage. Donc ils vont répéter les choses plusieurs fois, ils vont se planter en fait beaucoup plus. Mais la bonne chose que tu as dit, c'est je travaille comme si j'étais en direct. Et c'est vrai que beaucoup de youtubeurs ont déjà fait un live en direct et ils se débrouillent très bien. Et finalement en fait le fait de se dire que tu ne vas pas couper, que tu ne vas pas monter, ce qu'on est en train de faire là il y a quasiment rien qui va être monté. Le fait de se dire qu'on va pas couper, qu'on va pas monter, justement on va faire moins d'erreurs et ça va être plus fluide. Juste en se changeant de mindset et avant de commencer, en se disant ça. Oui, c'est les conditions du direct, donc on déballe ce qu'on a à dire. Est-ce que donc c'était quel type de vidéo? C'était des petites vidéos commandes, des tutoriels, des vlogs? Enfin non, pas des vlogs, c'est sans montage, mais… Il y avait plus en fait, c'était du contenu quotidien par rapport au contenu des cours, donc assez terre à terre quand même. Donc dans le côté, les matières de la journée, ce qu'on avait appris, ce qu'on avait vu, ce que j'ai trouvé difficile, facile, les notes que j'obtiens, quand il y a des coups de blues, quand il y a des bonnes notes. Donc il y a vraiment toute l'évolution. Donc il y a des vidéos où je suis super content parce que je leur annonce des bonnes notes. Il y en a d'autres où j'ai des notes catastrophiques et donc je leur dis aujourd'hui ça va pas, mais c'est le côté c'est marqué dans le manifeste honnêteté et transparence qui est super important. Donc c'est un peu comme un journal de bord de ton année en tant qu'étudiant. C'est exactement ça. On apprend aussi des choses. Donc toi ça t'a peut-être aidé aussi à ancrer ce que tu avais appris pendant la journée, le fait de t'en faire un résumé le soir et de le présenter devant une caméra. Il y a des bénéfices que moi j'ai découvert aussi au quotidien qui sont très presque thérapeutiques en fait. C'est-à-dire que ça t'aide à mettre au clair tes idées, le fait de créer un peu tous les jours, d'avoir ce travail créatif tous les jours, ça nous aide à mettre au clair nos idées, nos pensées, nos objectifs. C'est ça. Et ça peut être un très bon moyen de retenir ces cours ou de retenir je sais pas ce qu'on a appris dans la journée, de juste faire une petite vidéo ou un petit contenu ou un petit mail ou un petit article le soir pour résumer un petit peu les choses importantes qu'on a retenues. Un peu comme un journal de bord, comme un journal J'ai une anecdote là-dessus, c'est que comme je faisais des vidéos quotidiennes, un jour on a fait un TP en physique sur le goniomètre, donc c'est pour mesurer les longueurs des raies d'émission. Et 2 semaines après, on a un DS et juste on l'avait vu en TP vite fait le truc et il y a une question sur le cours, comment s'appelle l'objet qui sert à mesurer les raies d'émission? On était peut-être 5 sur 40 à avoir la bonne réponse et moi je l'avais pas parce que j'avais révisé mais parce que c'était le titre de ma vidéo. Donc j'étais là, j'ai fait ça sert quand même de mettre des titres de vidéos où tu parles vraiment de ce que tu fais. Donc voilà. Parlons chiffres un petit peu. Quelle audience tu as pu amasser avec ces vidéos-là? Alors actuellement, la chaîne a un peu plus de 5500 abonnés et elle, en termes de spectateurs uniques, tous les mois, il y a entre 10 000 et 40 000 personnes qui passent sur la chaîne. Ok. Donc c'est quand même pas mal. C'est tous des étudiants, j'imagine, du coup de ta filière? Pas forcément de ma filière. Il peut y avoir du lycée ou du études supérieures, mais majoritairement des étudiants, on va dire en général. Ok. Donc tu as dit que tu as créé une première formation pour ces étudiants-là, qui s'est quand même plutôt bien vendue. Pour une première formation, c'est bien, 3 000 €. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Où est-ce que c'est allé ce projet-là? Est-ce que tu as d'autres projets pour monétiser ça? Est-ce que tu as envie d'en faire un business où ça sera juste un projet étudiant? J'ai envie de créer quelque chose peut-être autour de la sortie du livre et pourquoi pas créer toute une histoire de mouvement pour inciter les jeunes à se lancer sur YouTube, que ce soit pour faire des revenus complémentaires ou même déjà pour être à l'aise face caméra parce que à l'école il y a plein de choses qu'on n'apprend pas sur l'aisance à l'oral, comment se tenir, la fluidité d'un échange qu'on pourrait avoir pour un entretien d'embauche par exemple, et tout ça on l'apprend pas trop à l'école, on apprend beaucoup de choses théoriques mais très peu pratiques. Donc inciter les gens à le faire. Et après pour le côté des projets comme tu disais, actuellement j'ai cette formation sur laquelle je travaille maintenant avec un autre ami entrepreneur, donc comme ça on peut toucher une audience beaucoup plus large. Il y a d'autres entreprises avec lesquelles je peux travailler sur d'autres projets, donc en rapport avec gestion de site, Podia, etc. Et après, pour moi, je compte sortir prochainement peut-être des formations pour les étudiants. Donc ça, c'est dans les tuyaux pour cet été. Petit produit? Ouais, petit produit, essayer d'en sortir. Il faut essayer, ça, tu serais surpris. Hein. C'est prévu. Je voudrais qu'on parle un peu du bouquin aussi, parce que c'est quand même pas rien. Ton livre, il est à la FNAC, donc tu t'es pas contenté de l'auto-éditer sur Amazon. Non. Tu t'es trouvé un éditeur. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire? Alors l'histoire du livre, tout d'abord dans les formations que tu as pu faire, j'ai suivi la carte pendant le confinement. C'était la première que j'ai suivie, je n'avais pas acheté de formation avant. Donc pour expliquer, c'était ma plus grosse formation et je l'avais rendue 100% gratuite pendant le confinement. Et donc il y a
il y a quoi? Il y a peut-être 20 000 personnes qui l'ont prise à ce moment-là. D'accord. Ah oui, ça fait beaucoup. Ouais. Et après, j'ai pris fin juillet la première formation que j'ai payée, c'était la méthode des petits produits. Ouais. Et ensuite, quand j'ai vu la méthode Facebook sortir, en fait, j'avais déjà le plan de ce livre sous format mind map, mais je ne savais pas sous quel format le sortir. Je ne savais pas si je devais en faire une formation, un livre, des vidéos sur YouTube. Je n'avais pas l'idée du support. Et quand j'ai vu la formation sortir, je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Il faut que je le fasse sous format livre. Donc, j'ai acheté la formation, j'ai suivi les conseils, j'ai appliqué. En termes de temps que ça a pris, en une semaine, j'ai écrit 8000 mots, enfin en 5 jours. Et après, les 5 jours d'après, je faisais par rapport au jour de la semaine, j'ai peaufiné, on va dire, j'ai corrigé. Ouais. Mais voilà, on va dire qu'à ce moment-là, j'avais fait, entre la première semaine et la deuxième semaine, j'ai fait peut-être 70 à 80% du travail final. Mais après, le plus long, ça a été pendant plusieurs mois. Parce qu'au départ, je voulais le sortir en auto-édition en décembre de cette année. Je m'étais dit, il faut qu'il sorte avant la fin de l'année. Et quand j'ai appelé un éditeur avec lequel je travaillais, je lui ai parlé du projet, je lui ai proposé, on a échangé assez longuement et finalement il m'a dit qu'il était d'accord pour signer le livre. Donc cet éditeur, d'où est-ce que tu le connaissais? Je le connaissais parce qu'il était dans le même milieu, c'est-à-dire prépa scientifique. Okay. Et je connaissais d'autres youtubeurs qui avaient travaillé avec lui. Donc on a été mis en relation comme ça et on a échangé assez longuement ensuite. Donc tu avais déjà un peu construit ton réseau et ça avait facilité les échanges, le fait que tu le connaissais directement. Oui, c'est ça. Ok. Et alors c'est intéressant parce que moi c'est un peu pareil, j'ai écrit le livre très rapidement, ça a dû mettre je sais pas 4-5 jours quand j'ai lancé mon petit livre qui s'appelait putain la vache c'est incroyable, je ne sais plus ce que je fais, qui s'appelait Créer son école sur internet. Créer son école sur internet. Merci beaucoup. De rien. Je pense que je vais t'embaucher pour m'aider à gérer mon Alzheimer. Ouais, créer son école sur internet. Quand j'ai créé mon petit livre, il m'a fallu peut-être 4-5 jours pour le faire. Ouais. Et il m'a fallu 3 semaines pour trouver le moyen de le sortir en fait. Et je voulais juste l'auto-publier sur Amazon, mais c'était une tannée, il fallait faire la couverture, c'était vraiment une galère. Et bon, une fois que tu l'as fait une fois, après tu peux te créer des process, des trucs, ça peut aller beaucoup plus vite. Hein, c'est comme le compte du quotidien. Mais on serait surpris en fait de se dire que c'est pas forcément l'écriture qui prend le plus de temps. Donc tu t'as dit c'est quoi, c'est 8000 mots le bouquin? Là il en a un peu plus, il doit en avoir 10 000 environ. Ok. Une centaine de pages, quelques photos, ça a l'air très pratique comme bouquin. En fait c'est un condensé vraiment des 600 vidéos, de la centaine de lives, de tout ce que j'ai pu faire. Ça passe du début de trouver sa thématique jusqu'à établir des partenariats. Je dis combien j'ai gagné sur les partenariats et le côté, voilà, ça trace tout. Est-ce que quand tu as lancé le bouquin, est-ce que j'imagine que tu as utilisé l'audience que tu avais déjà pour le faire connaître? Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que tu avais construit une liste email? Est-ce que tu t'as fait une vidéo sur YouTube pour en parler, pour l'annoncer? Alors j'ai fait plusieurs choses, c'est-à-dire que j'ai une liste email. Donc je l'ai envoyé sur la liste mail, je lui ai dit que j'avais sorti un livre, j'ai fait une vidéo également sur YouTube, post sur Instagram, Facebook aussi, et je l'ai présenté le post Facebook, j'ai travaillé en gros ce que j'ai écrit pour qu'il soit partagé. Ouais. Et il a été déjà partagé une 60aine de fois, donc quand on sait que les gens ont peut-être 200 contacts, 60 fois 200, 1200, on peut se dire qu'on touche quand même 12 000. 12 000, 60 fois 200. Je viens de faire le calcul et je me suis dit ouais je dis des bêtises. Et du coup ça permet de toucher une audience assez large et aussi l'éditeur qui peut avoir aussi des contacts dans les Est-ce que c'était un argument vis-à-vis de l'éditeur, le fait que tu as une audience et donc que tu étais à peu près sûr quand même de faire des ventes dès le premier jour? Parce que j'ai l'impression que de plus en plus les éditeurs avant c'était eux qui étaient en position de force par rapport aux auteurs. Et j'ai l'impression que de plus en plus les auteurs, notamment les auteurs influenceurs ou les auteurs créateurs de contenu qui ont une vraie audience derrière, commencent à être courtisés par les éditeurs parce que c'est une garantie en fait de succès du livre. C'est-à-dire que même si le livre est pas si bien que ça, le fait d'avoir déjà une bonne audience qui suit, tu l'as vu avec des gros youtubeurs, je sais pas, Lena Situation par exemple, ou Natou qui ont sorti leurs bouquins, qui ont été best-sellers numéro 1 des ventes pendant parfois plusieurs mois, qui montrent qu'en fait c'est une garantie avant même de savoir si le bouquin finalement est particulièrement bien ou particulièrement vendeur ou pas. Rien que le fait d'avoir son audience, c'est une garantie de succès que les éditeurs recherchent maintenant beaucoup. Je vois ce que tu veux dire. Alors je pense pas qu'il y ait de rapport, pas de force, mais le côté courtisé, etc. Mais je pense que, comme tu dis, c'est une garantie supplémentaire, c'est-à-dire que
entre quelqu'un qui n'a pas fait de choses à côté et quelqu'un qui a créé des choses qui sont visibles, qui sont vérifiables. On peut voir le nombre de vidéos, on peut voir le nombre d'abonnés à une chaîne, on peut voir le nombre de vues totales qui ont été réalisées. Je pense que c'est une garantie supplémentaire. On va dire que ça facilite, je pense, les échanges pour être édité. C'est tellement, moi maintenant ça me semble indispensable si on veut être auteur, que ce soit auteur de non-fiction, auteur de fiction. En fait, la méthode qui consiste à être connu par personne, écrire son bouquin dans sa chambre le soir, et ensuite essayer de trouver un éditeur, à mon avis, est la pire méthode qui soit à l'heure actuelle. C'est-à-dire que la meilleure méthode, je pense, qu'on peut développer, c'est de commencer par créer des mini-versions de ce bouquin. Ça peut être des articles de blog, ça peut être des emails, ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, de se faire connaître, de commencer à construire son audience avec ça et en même temps de tester aussi son style, voir si ça marche, voir ce qui plaît, tester différents styles et voir ce qui marche le mieux pour ensuite commencer, en fait, créer presque son œuvre avec son audience et construire son audience en même temps pour ensuite l'utiliser pour trouver un éditeur et vendre son bouquin et faire des ventes. C'est ça, il faut utiliser les réseaux sociaux, je pense, maintenant comme une force. Et comme si on veut développer des projets, quels qu'ils soient, il faut passer par les réseaux sociaux. Donc, il faut trouver sa plateforme. Mais une fois qu'on l'a trouvé, il faut bâtir une audience parce que c'est ce qui permettra de faciliter la réalisation de ses rêves ou de ses projets. Est-ce qu'on n'arrive pas aussi dans un monde où les éditeurs ont de moins en moins d'importance, étant donné qu'avant, une grosse partie du boulot de l'éditeur, c'était de faire connaître le livre, de faire la promotion du livre. Il y avait vraiment le créateur du produit livre, auteur d'un côté, et le vendeur du produit éditeur de l'autre. Aujourd'hui, c'est de plus en plus le fabricant du livre, l'auteur du livre, qui est aussi vendeur du livre, puisqu'il développe son audience, ses fans, sa fanbase, etc. Et dans cette nouvelle configuration, est-ce qu'il ne va pas y avoir un nouveau rapport de force où les éditeurs vont devoir peut-être baisser leur commission ou même se passer complètement d'éditeur? C'est-à-dire qu'on va peut-être pouvoir avoir des solutions pour directement distribuer le livre à la Fnac, dans les librairies et pas seulement sur Amazon, en auto-édition. Je crois que ça existe déjà, il commence à y avoir des solutions pour ça. Peut-être, ça joue. Et est-ce que ça ne va pas devenir séduisant pour les gens qui arrivent à avoir une très grosse audience sur Internet et qui n'ont pas envie forcément de partager leurs revenus avec un éditeur? Je pense que la question est très intéressante. Après, je ne pense pas qu'il va y avoir quand même c'est pas tout blanc ou tout noir, c'est-à-dire il y a l'auto-édition d'un côté, actuellement c'est majoritairement on distribue directement à son audience, et d'un autre côté la maison d'édition qui permet la distribution dans de nombreuses librairies sans avoir rien à faire. C'est ça aussi, il y a aussi un gain de temps et je pense que ceux qui passent par les maisons d'édition, tu parlais des commissions, il faut savoir que quand on est en maison d'édition, les commissions sont de base pas très élevées et je pense pas que quelqu'un qui a une grosse audience cherche à tout prix la commission. C'est-à-dire je pense que c'est tellement petit comparé à ce qu'on peut faire avec de la vente de produits quotidiens que je pense que ce qui fait le plus, c'est le côté déjà l'image. C'est-à-dire qu'on a encore une image actuellement où sortir un livre en maison d'édition, aux yeux des gens, ça a plus de prestige que sortir un livre en auto-édition. Pourtant, c'est pas forcément la réalité. Il peut y avoir des livres en auto-édition qui sont mieux que des livres édités. Et je pense qu'il y a toujours cet atout du côté distribution qui n'est pas à négliger. On n'est pas encore à l'ère de l'auto-édition qui permet d'être partout. Et c'est un travail qui demande du temps et ça peut être compensé par l'édition. Ok. Quand est-ce que tu l'as sorti ton bouquin? Il est sorti le 16 juin, je crois, au 14 juin dernier, 2021. Ah oui, donc c'est tout récent. Ah oui. T'as pas encore de chiffres, j'imagine, sur les ventes? Non, pas encore de chiffres sur les ventes. Il est vendu combien? Il est vendu à 16,99. Ok. Est-ce que l'objectif c'est d'avoir un produit à vendre? Est-ce que l'objectif c'est de te faire connaître par une audience plus large? Est-ce que c'est d'apporter une certaine crédibilité, un certain statut d'auteur? Alors le but déjà, c'est qu'au tout départ, ça part d'un rêve d'enfant. C'est-à-dire que mes premières histoires, je les ai écrites à 7-8 ans, une faute d'orthographe par phrase ou par mot. Et je m'étais dit, un jour, j'écrirai un livre. Et quand je me suis lancé sur YouTube, je me suis dit, tiens, maintenant, je vais le faire et je vais m'en donner les moyens. Et finalement, avec la formation, ça m'a aidé, ça m'a fait un peu le déclic. Et je l'ai fait et j'en suis très content. Maintenant, la perspective pour ce livre, ce serait moi, j'ai eu comme perspective de faire des conférences, pourquoi pas dans les établissements, dans les lycées, pour parler de Parcoursup, pour parler des études supérieures, mais aussi, pourquoi pas, pour parler du livre et dire aux étudiants qu'il est possible de développer des compétences en parallèle de ses études. Il n'y a pas qu'à être passif de sa vie, on peut être aussi actif. Et avec ce livre, comme ça, faire découvrir un petit peu cet univers-là à des gens qui pourraient ensuite regarder des vidéos, pourquoi pas suivre des formations. Donc c'est un point d'entrée dans ton écosystème? Voilà, c'est ça. Ok.
C'est intéressant ce que tu dis sur le fait que tu rêvais d'écrire un livre. Je crois qu'il y a énormément de gens qui sont dans ce cas-là. Il me semble que j'avais lu une statistique qui disait qu'un tiers, un tiers des Français rêvent de sortir leur livre un jour. Et évidemment, beaucoup moins le font. Et c'était ça aussi l'objectif de la formation La méthode Facebook, c'était de dédramatiser la création d'un livre. De dire en fait c'est pas grand chose et ça peut être fait rapidement et simplement. Oui. Alors ça va peut-être pas être le best-seller mondial, ça va peut-être pas être dans toutes les FNAC, mais en tout cas c'est possible et vous pouvez le faire. Et c'est vrai que j'ai eu des retours de gens qui me disaient ouais mais c'est le truc qui m'a manqué, le petit déclic qui a fait que j'ai pu le faire. Et maintenant que je l'ai fait, même si c'est pas le meilleur livre de la Terre, même si ça va pas être le best-seller mondial, maintenant je sais que je peux le faire et donc je peux le répéter. Et moi, je sais que c'était aussi. Alors moi, je suis très complexé avec la sortie de bouquins parce que moi, je suis beaucoup plus à l'aise avec le contenu court, avec le contenu fréquent, qu'avec les travaux qui demandent des mois et des mois de préparation et qui sont lancés en grande pompe. C'est pas vraiment ma façon de travailler. Et donc le livre est toujours quelque chose qui m'a attiré parce que j'en lis quand même pas mal. Donc c'est un format que je consomme, mais c'est pas quelque chose où je me suis vu en train de le faire. Je me suis dit bon, je le ferai probablement un jour, mais ça me paraît pas facile. Et sauf que pendant ce temps, moi j'ai écrit des emails tous les jours pendant plusieurs années, ça va faire 2 ans et demi peut-être maintenant. Et à Noël, on m'a offert un livre, justement un format livre, un livre unique qui combinait tous mes emails, un an d'emails. Ouais, ça fait pas mal. Et le livre faisait plus de 300 pages, tu vois. Enfin, on aurait dit le 6e tome d'Harry Potter, le machin. Et je me suis dit merde, en fait j'ai écrit ça sans le savoir, sans m'en rendre compte. Alors évidemment, ça n'a pas été construit comme un livre, mais en tout cas en termes de quantité de texte, c'était un bouquin, c'était un bon gros bouquin. Et ça a été mon déclic à moi pour me dire ok, en fait t'en es tout à fait capable, à condition peut-être de le diviser en petits bouts, en petites tâches et de pas voir ça comme un gros projet, mais plutôt comme une succession en fait de petits projets, de petites cases à cocher qui aboutissent à ce genre de choses. Oui. Et c'est sûr qu'un livre qui devient best-seller, c'est un truc qui peut complètement changer ta vie. Et qui peut aller même au-delà des frontières, puisqu'il peut être traduit en plusieurs langues, ça peut adapté, voilà. C'est sûr. Donc c'est un format qui reste extrêmement intéressant, extrêmement pertinent aujourd'hui, même si c'est pas le format forcément qui va te permettre de développer ton audience en ligne, qui va te permettre de vendre plus, qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent aussi. C'est un format qui reste pertinent. Ça reste une porte d'entrée, je pense, complémentaire, mais ça ne doit pas être un système principal parce que c'est ça. Vivre du livre, en tout cas en maison d'édition, c'est complexe et en auto-édition, il faut avoir une audience de base. Donc, c'est aussi une porte d'entrée pour les gens qui n'ont pas l'habitude de chercher des solutions sur Internet. Oui, aussi également. Consommer beaucoup de contenu sur Internet. Moi, je sais que j'ai découvert le monde du business en ligne, du blogging, tout ça, en 2012 et je ne l'ai pas découvert par la porte d'Internet. Pourtant, je passais beaucoup de temps sur Internet, mais je ne connaissais pas cet univers-là. C'était un univers qui n'était pas encore très développé à l'époque. Et je l'ai découvert en fait en tombant sur un e-book sur Amazon, genre un petit e-book à 2 €, tu vois, un livre blanc, quoi, je sais pas, d'une 40aine de pages, d'un gars qui expliquait comment gagner sa vie avec son blog. Et je sais pas, moi je me suis dit trop cool, j'adore créer des blogs, j'ai jamais gagné un rond avec, je peux peut-être le faire. J'ai lu ce bouquin, ça m'a fasciné. Ensuite je suis allé sur le blog du type, je me suis abonné, j'ai commencé à consommer tout ce qu'il faisait, puis j'ai découvert les autres, jusqu'à ce que j'en découvre. Tu rentres dans l'écosystème. Ouais, exactement, je suis rentré dans l'écosystème par la porte du livre. C'est ça. Et après, de fil en aiguille, j'ai découvert des gens qui m'ont beaucoup inspiré, qui m'ont beaucoup aidé, etc. Et qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Mais c'est pour ça que le livre est pas à négliger, même si c'est difficile d'avoir de la data dessus. Et je pense que c'est ce qui manque aussi à beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent seulement avec de la data, qui veulent des chiffres à chaque fois. C'est quoi le taux de conversion de ton livre? Tu vois, c'est compliqué de savoir. Ouais. Alors oui, tu peux mettre un lien et traquer les inscriptions et le lien. Mais concrètement, tu peux pas savoir quel est le cheminement intellectuel dans la tête des gens qui ont lu ton livre, qui les ont amenés ensuite peut-être à acheter tes produits, peut-être 6 mois plus tard, peut-être 1 an plus tard. Tu peux pas savoir ça en fait. Et donc il faut parfois faire confiance à ton instinct et dire ok, je le lance et puis on va bien voir ce qui va se passer. D'ailleurs, avec le livre, il y a quelque chose qui est très bien, c'est que c'est un objet physique. Ouais. Donc contrairement à du contenu vidéo, je veux dire, quand quelqu'un achète le livre, normalement on jette pas le livre après l'avoir lu, donc ça reste dans les maisons. Et je veux dire, il suffit que quelqu'un vienne, il voit le livre, il se pose la question, il se demande ce que c'est, il va regarder. Et tu vois, ça reste des portes d'entrée, mais limite physiques également dans les maisons des gens qui peuvent regarder par curiosité parce que les couleurs là, les attirent l'œil. C'est ta petite affiche en fait chez les gens quoi, qui est là. C'est un petit peu ça, oui. C'est quelque chose qui se prête, c'est quelque chose qui s'offre, qui se donne.
Tu sais, j'ai fait un petit road trip, enfin non, road trip à pied, ça n'existe pas, une randonnée en France il y a quelques temps et je suis passé par plein de villages et tous les villages ou presque avaient des boîtes à livres. Ouais. C'est des petites boîtes où tu peux mettre un livre ou récupérer un livre. Et je dis c'est trop cool parce que quand tu es en randonnée comme ça, tu peux prendre un livre, le lire et puis à la prochaine étape tu le rends et puis tu en prends un autre. Et le livre c'est vraiment un objet qui se prête, qui se donne, qui se diffuse, qui circule, qui passe de main en main. Qui passe de main en main, exactement. C'est quoi pour toi la suite? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Alors déjà, est-ce que tu vas poursuivre tes études à leur terme et est-ce qu'après tu vas chercher un boulot de salarié? Ou est-ce que tu as vraiment maintenant, tu as mis le pied dedans, tu as mis le doigt dans l'engrenage et tu veux à tout prix être à ton compte et devenir entrepreneur? Si un jour tu continues, tu vas pas être étudiant à vie, comment tu vas faire aussi pour adapter ta thématique? J'imagine que tu as tous ces questionnements. Ouais, là, je les ai Comment ça se passe? Alors actuellement, déjà concernant la thématique de la chaîne, je suis en train de réfléchir comment adapter pour du contenu de plus en plus large, mais tout en restant précis, parce que si on parle à tout le monde, on parle à personne. Mais sinon, concernant la thématique entrepreneuriat ou salariat, en fait, ce que je veux, c'est toujours avoir le choix, tu vois, la liberté de choisir. Je trouve que c'est ça le plus important. Donc c'est ce qui fait que je continue des études, je change plusieurs fois d'études dans mes études supérieures pour affiner et faire quelque chose qui me plaît. Mais ce que je veux, c'est avoir le choix, c'est-à-dire aussi bien gagner ma vie avec l'entrepreneuriat et avec le salariat. Et comme ça, si dans le salariat, je me plais énormément dans la boîte, je vois que je peux avoir de très grosses perspectives d'évolution et monter rapidement, pourquoi pas. Mais si, à contrario, ça me plaît moins d'un coup ou qu'on me dit tu vas rester à ce poste-là sans bouger ou tu vas faire des choses qui ne te plaisent pas, je peux dire ok, je pars parce que j'ai une sécurité. Ouais. En fait, je vois vraiment actuellement mes études comme les études vont me permettre de faire avancer mes projets et mes projets vont me permettre de faire avancer mes études, vu que c'est les mêmes compétences qui sont développées. Okay. Et faire un cercle vertueux comme ça et avoir toujours le choix d'une porte de sortie ou continuer d'avancer les deux en même temps. Okay. Tu dirais que c'est quoi la valeur qui te drive le plus là-dedans? Qui me drive le plus par rapport qui te motive le plus, la valeur qui est derrière ça, c'est quoi? C'est la soif d'apprendre, l'envie de progresser, oui, le désir de transmettre, c'est quoi? Avec les études, on peut apprendre et progresser, ça c'est clair. Et après, il y a aussi le côté transmettre avec la chaîne, c'est-à-dire apprendre, mais pas forcément le garder que pour soi. Parce que sinon, c'est triste de garder les connaissances, le savoir que pour soi, donc le diffuser et comme ça faire ce cercle vertueux pour apprendre des choses, les diffuser. Et peut-être que ces gens qui apprennent ces choses les diffuseront à leur tour et connaîtront davantage de choses. Ok. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Lucas, si on s'intéresse à ton travail? On peut taper Lucas Brasier sur Internet, ça renverra sur ma chaîne YouTube ou sur mon site Internet également. Ok, écoute, c'est super intéressant. Je suis vraiment heureux. Enfin, tu t'imagines pas à quel point ça me fait plaisir de rencontrer des élèves qui appliquent les formations. Parce qu'en vrai, beaucoup de gens, la plupart, ils n'appliquent pas. Quand tu vends des formations en ligne, la majorité des gens qui les achètent ne les appliquent pas. Il y a même beaucoup de gens qui les finissent pas. Parmi les gens qui les finissent, il y a beaucoup de gens qui les appliquent pas. Et parmi les gens qui les appliquent, il y a des gens qui n'ont pas de résultats. Donc en fait, il reste, si tu veux, une petite portion des gens qui appliquent et qui ont des résultats et pour qui ça peut vraiment avoir de l'impact. Et c'est à ça que ça sert, si tu veux, les formations, même ton livre ou enfin tu vois tout ce qu'on crée comme contenu. Ça sert à changer la vie d'une petite quantité de personnes. Et ça, c'est extrêmement gratifiant en fait, parce que ces gens-là, au départ, c'est juste des chiffres, tu les vois pas vraiment. Et quand tu les rencontres, tu te dis, ok, donc j'ai vraiment pu aider cette personne, elle a avancé. Et à son tour, elle va aider de nouvelles personnes. Et tu vois, il y a une sorte de diffusion comme ça par réseau de chaînes qui se crée. Donc ce que tu fais, ça a l'air top. J'ai pas encore lu ton livre, mais tu me l'as offert, donc je pense que je vais l'avancer un petit peu dessus parce qu'il m'a l'air super bien foutu et très clair et très pratico-pratique. Moi, j'aime bien les livres comme ça. Pour aller à l'essentiel. Ouais. Je vois que tu as même mis des QR codes et tout pour te retrouver. Enfin, c'est top. Et voilà. Merci beaucoup. Merci à toi, ça fait super plaisir. J'invite les gens à aller voir ce que tu fais et une prochaine, peut-être, t'es sur Toulouse, c'est ça? Ouais, c'est ça, dans le sud. Okay. Si je passe sur Toulouse. Il n'y a pas de souci, la porte est ouverte. Ça marche. Ciao, salut Lucas. Ciao. Avant de quitter cette vidéo, j'ai juste un message à te faire passer. Oui, il y a plein d'échos, c'est normal, j'emménage, il n'y a pas encore de meubles dans mon bureau. J'ai prévu un petit kit de démarrage pour les gens qui ont envie de se lancer sur Internet. 5 ressources pour toi. La première, c'est un petit guide PDF pour trouver une thématique rentable en 12 minutes. La deuxième, c'est 7 techniques peu connues pour gagner ses premiers inscrits, ses premiers 1000 abonnés à sa liste email. Ensuite, je vais t'offrir un document privé qui rassemble mes 50 titres d'email qui ont fait le plus d'ouverture. Mon petit livre
qui est normalement payant sur Amazon, qui s'appelle Créer son école sur Internet et que j'ai inclus gratuitement dans ce kit. Et enfin, mon plan de vente en 15 étapes qui m'a permis de générer plus de 2 millions d'euros sur Internet depuis que je me suis lancé. Tout est là en description, tu laisses ton mail, je t'envoie ça et puis on se retrouve tout de suite dans les ressources. À tout de suite.